Notre sujet aujourd'hui porte sur la nature et l'étendue de l'Empire. Et l'Empire aujourd'hui est à la fois étranger et domestique. Nous allons donc intégrer les dangers de l'Empire étranger avec ceux de l'Empire domestique. Je vais commencer par donner la parole à Anya, qui va nous parler de la nature et de l'étendue de l'Empire américain en Amérique latine. Au cours des 3 dernières semaines, le président des États-Unis a menacé d'envahir le Mexique et le Venezuela. Que se passe-t-il? C'est une honte, n'est-ce pas, monsieur le juge? Parce que, de mon point de vue, l'endroit le plus légitime pour que les États-Unis aient une présence forte et positive serait les Amériques. Nous devrions travailler en étroite collaboration avec le Mexique. Nous devrions être alliés de près avec le Venezuela et d'autres pays riches en ressources de la région, car même si les partisans de la doctrine Monroe ou les impérialistes aiment dire que c'est notre arrière-cour, d'une manière un peu péjorative, pour dire que nous avons le droit d'y exercer un contrôle, je dirais que c'est vrai d'une certaine façon. C'est notre voisinage. Nous devrions entretenir les meilleures relations avec ces pays. Il serait plus logique, à mon avis, que nos alliés se trouvent de ce côté-ci de l'Atlantique plutôt que de l'autre, où ils nous poussent souvent à des conflits en Europe, ce qui est justement ce contre quoi nos pères fondateurs nous ont mis en garde. L'idée que les États-Unis devraient s'impliquer dans les affaires européennes. Et les manœuvres avec le Venezuela, que certains d'entre vous savent peut-être que j'ai suivi de près il y a plusieurs années. J'ai écrit un livre « Coup d'État d'entreprise, le Venezuela et la fin de l'Empire américain », qui examine la politique de coup d'État d'entreprise de l'administration Trump, dans laquelle ils ont reconnu un gouvernement fantôme au Venezuela et l'ont essentiellement utilisé comme prétexte pour ne pas vraiment parvenir à un changement de régime, car ils n'y sont jamais parvenus. L'homme qu'ils ont reconnu comme président est aujourd'hui étudiant en master à Miami. Rien n'a changé sur le terrain à Caracas, mais grâce à cette reconnaissance d'un faux gouvernement au Venezuela, ils ont effectivement volé des milliards de dollars d'actifs vénézuéliens. Encore une fois, Biden est arrivé et a ensuite répété cette stratégie avec la Russie, mais il a essentiellement commis un vol en gelant tous les avoirs du gouvernement vénézuélien aux États-Unis et en déclarant que, puisqu'il ne reconnaissait plus le gouvernement, il pouvait transférer ses avoirs sous le contrôle de l'opposition reconnue par les États-Unis ou, dans certains cas, simplement dans des banques américaines. Il y avait des lingots d'or vénézuéliens qui étaient stockés aux États-Unis simplement parce qu'ils y faisaient des opérations bancaires avant la reconnaissance d'un gouvernement fantôme. Ensuite, après que les États-Unis ont reconnu ce gouvernement fantôme, ils ont saisi ces lingots d'or chez Citigroup et les ont transférés sur un compte bancaire appartenant à la Réserve fédérale de New York. Quelque chose de similaire s'est produit en Angleterre. Les gens s'en souviennent peut-être, et il est difficile de donner le prix exact car le cours de l'or ne cesse d'augmenter. Auparavant, il s'agissait de centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, c'est pour des milliards de dollars d'or qu'ils avaient stocké à Londres. Et cet or est gelé. Même si le gouvernement vénézuélien en a demandé la restitution quelques mois seulement avant que Londres et Washington ne reconnaissent un gouvernement fantoche, ils ont refusé. Maintenant, Trump intensifie cette tension avec le Venezuela lors de son second mandat, d'une manière qui, au moins d'un côté, reconnaît que son premier coup d'État n'a pas fonctionné. Au début de son administration, lorsque Trump a tenté d'instaurer la paix au Moyen-Orient,
il disait aussi vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a également envoyé un émissaire diplomatique, Richard Grenell, au Venezuela pour des discussions directes avec le gouvernement vénézuélien, ce qui a été une rencontre très publique. Il y avait des photographies du drapeau américain et du drapeau vénézuélien, côte à côte, avec Richard Grenell serrant la main de Maduro. Cela représentait un grand changement, une rupture avec la politique précédente que Trump avait menée lors de son premier mandat. Et cela a abouti, je pense, à une bonne marque de bonne foi de la part des Vénézuéliens qui ont libéré plusieurs prisonniers américains arrêtés là-bas pour terrorisme. Les 2 bérets verts américains qui avaient tenté d'enlever ou de tuer Maduro ont même été renvoyés aux États-Unis. Maduro a également accepté de coopérer avec le gouvernement américain pour le retour des migrants, ce qui était un sujet de discorde avec certains de ses voisins qui cherchaient alors à provoquer Trump. Donc, il semblait que d'accord, la situation s'améliorait en fait au Venezuela par rapport au passé, au début de l'administration Trump. Mais ces dernières semaines, il a changé de cap. Et c'est un changement étrange parce que d'un côté, il tient un discours complètement délirant. Il a envoyé 4 navires de guerre au large du Venezuela et menace d'envahir avec 1200 marines, ce qui, à mon avis, ne se passerait pas très bien face à l'armée vénézuélienne, d'autant plus que Maduro a réagi en annonçant la mobilisation de 4,5 millions de miliciens qui ne font même pas partie du gouvernement. Les collectivos, souvent présentés comme les gangs de Maduro au Venezuela dans les médias traditionnels, mais qui sont en réalité des groupes de milices indépendants du gouvernement et qui existaient même avant l'arrivée au pouvoir de Chavez. Ils se mobilisent en état d'alerte. Un collectivo indépendant a en fait été responsable de l'arrestation des 2 marines qui avaient envahi le pays et tentait de diriger cette invasion de l'opération Gideon à laquelle j'ai fait référence plus tôt. Donc ces collectivos jouent effectivement un rôle dans la défense du pays. Je pense qu'ils sont préparés à l'arrivée des marines américains. Mais pendant que tout cela se passe, alors que Trump a également augmenté la prime sur la tête de Maduro à 50 millions de dollars pour toute personne fournissant des informations menant à la capture du président, il a pris ces mesures extrêmes tout en levant plus discrètement certaines sanctions et en annulant en fait un gel que son administration avait imposé à Chevron, leur permettant de développer et d'extraire du pétrole vénézuélien et de le ramener aux États-Unis. C'est quelque chose qui, lorsque le gel a été annoncé en avril, a été célébré par des figures comme Marco Rubio et l'administration. On peut donc supposer qu'ils ne sont pas très contents que Trump et le département du Trésor aient annulé cette décision, essentiellement parce que nous avons besoin de pétrole aux États-Unis et il ne nous sert à rien de nous couper de toute source d'approvisionnement. Je pense donc qu'une partie de cette mise en scène guerrière et de cette rhétorique belliqueuse vise à apaiser Rubio et les éléments les plus va-t-en-guerre, en particulier en Floride, qui attendent de Trump qu'il affronte Maduro de la manière la plus agressive possible. Et je dirais que, dans une certaine mesure, cela joue en faveur de Maduro au Venezuela, d'avoir cette confrontation avec les États-Unis également, de défiler avec les troupes vénézuéliennes pendant qu'elles scandent dans la rue « Yankee ». Nous ne serons pas votre Vietnam en Amérique latine. Donc cela profite aussi au Venezuela. J'espère sincèrement que toute cette rhétorique dangereuse disparaîtra. Car bien sûr, elle peut mettre le feu aux poudres et mener à quelque chose de dangereux. Mais je prêterai aussi attention à ce qui se passe en coulisses et j'espère que des relations économiques et diplomatiques plus raisonnables pourront se poursuivre, car c'est en réalité, comme je le dis, la position la plus pragmatique que les États-Unis devraient adopter vis-à-vis du Venezuela. Christian Parenti est sociologue
économiste et professeur au John Jay College à New York. J'aimerais que vous parliez un peu des dangers liés au repli de l'Empire sur lui-même. Les menaces du gouvernement envers les collèges et universités, les menaces du gouvernement envers les écoles de droit, les efforts personnels de Donald Trump pour imposer sa propre empreinte culturelle au pays, et ensuite, vous pourrez aborder votre domaine, l'économie. Que va bien pouvoir faire Hegseth avec 1 000 milliards de dollars par an, et à quel point cela est-il dangereux, professeur Parenti? Laissez-moi répondre à ces points dans l'ordre inverse. Je pense qu'un des faits essentiels de cette période concernant l'Empire américain, c'est la montée en puissance de la Chine. À un certain niveau, l'hégémonie mondiale américaine est terminée. Et si l'on examine l'économie politique de la Chine, cela devient absolument évident. Un ingrédient crucial dans tout cela, ce sont les terres rares, utilisées dans toutes sortes d'équipements de haute technologie, des bombardiers aux dispositifs médicaux. En décembre, la Chine a annoncé des interdictions d'exportation de terres rares et de certains métaux, le gallium et le germanium, qui sont souvent considérés comme des terres rares. La Chine contrôle 90% du raffinage mondial des terres rares. On trouve ces éléments partout dans le monde, mais leur extraction et leur raffinage sont vraiment toxiques. Et ils ne sont pas tous disponibles, par exemple, aux États-Unis. C'est en partie pour cette raison que les droits de douane sur la Chine ont été retardés. Il y a eu 3 prolongations de cette trêve tarifaire, et maintenant, les droits de douane sont censés entrer en vigueur en novembre. Quelques usines Ford ont dû fermer faute de ces matériaux. Et ce n'est qu'un élément dans toute la nouvelle équation, à savoir que la Chine, selon une logique très différente, a étendu sa puissance mondiale d'une manière si différente des États-Unis qu'elle en devient presque méconnaissable, en construisant des relations commerciales avec un pays après l'autre. Il y a l'initiative La Ceinture et la Route, qui englobe 60 pays. Elle relie, selon la thèse de Mackinder, la masse continentale eurasienne. Le cœur de cette initiative est ce corridor de transport vers l'Europe. Je pense, dans une certaine mesure, que la guerre en Ukraine consiste en quelque sorte à mettre le feu à cette masse continentale eurasienne à une extrémité pour empêcher l'intégration de la Chine avec l'Europe. Tout cela signifie qu'une guerre avec la Chine au sujet de Taïwan est une impossibilité. Les États-Unis n'ont pas la capacité d'acheminer suffisamment de carburant pour avions dans le Pacifique afin de combattre la marine chinoise. Les Chinois possèdent désormais la plus grande marine du monde. Ils utilisent ces drones de haute technologie qui, contrairement aux avions de chasse pilotés, n'ont pas besoin d'être sur des porte-avions. Ils peuvent être lancés depuis des navires plus petits. C'est donc un fait fondamental, et je pense qu'il y a une sorte d'irréalité qui s'installe dans la discussion sur l'Empire américain. Alors, que fera Pete Hegseth avec 1 000 milliards de dollars? Il va les remettre à, enfin ce que nous faisons depuis des années, c'est-à-dire les remettre à des sous-traitants militaires parasitaires, totalement irresponsables et ultra corrompus, qui produisent des choses comme, vous savez, le chasseur F-35, qui est... Et maintenant, il parle d'un chasseur F-47 qui coûterait 300 millions de dollars par avion et qui est déjà en grande partie dépassé par tous ces drones kamikazes sans pilote, dont beaucoup sont à réaction. Je pense qu'au fond, cela irait dans la corruption. Cela renforcerait aussi la capacité militaire américaine. Cela soulève la question de la réponse intérieure. Dans une certaine mesure, je vois cette répression contre les universités, les troupes dans les rues de Washington, l'envoi de navires vers le Venezuela, l'envoi de navires pour lutter contre les trafiquants de drogue, alors que la grande majorité des drogues passent la frontière dans des camions, dans le cadre de divers accords de libre-échange. Je vois cela, dans une certaine mesure, comme une sorte de théâtre, un théâtre dangereux.
Je veux dire, c'est vraiment, vraiment dangereux. Il y a 2 mois, le secrétaire à la Défense s'est rendu au Japon, a brandi le poing contre la Chine et les a pratiquement menacés à propos de leur tentative de prendre Taïwan. Ne sait-il pas qu'il serait impossible pour l'armée américaine de résister aux forces chinoises continentales à Taïwan? Je ne sais pas ce que Pete Hegseth sait, ni ce que savent les personnes des plus hauts niveaux de l'establishment de la défense qui publient ouvertement à ce sujet. Mais ce n'est pas vraiment discuté. Ce n'est pas un sujet de conversation nationale. On le voit dans les journaux. La réalité des faits est rapportée dans le Wall Street Journal, le Post et ailleurs. Mais ensuite, il n'y a aucune prise en compte de ces informations. Comme par exemple, « Oh, la Chine vient de couper l'accès à des terres rares cruciales qui sont nécessaires pour toute cette technologie militaire de pointe, tout ce matériel high-tech, et nous n'avons aucune autre source pour cela. » Et puis on attend, eh bien, que vont dire les experts? Que dit la page d'opinion? Rien. Et cela se passe dans un tout autre domaine. Donc l'establishment de la défense est au courant. Mais est-ce que la classe dirigeante théâtrale en tient compte? Il ne semble pas. Et puis en ce qui concerne la répression des universités, il s'agit simplement d'exécuter les volontés d'Israël. C'est aussi évidemment davantage de mise en scène. Ces universités sont perçues comme des bastions du pouvoir libéral démocratique, donc ils s'en prennent à elles dans une logique de représailles. Il semble que c'est ce que fait Trump, chercher à se venger. Et je devrais préciser qu'à John Jay, le programme d'économie fait l'objet d'une enquête, ou plutôt notre directeur, parce que nous avons coparrainé un groupe d'étudiants qui a projeté un documentaire sur Israël. Alors la CUNY embauche donc. Et à ce sujet, qui enquête sur John Jay? Quel gouvernement mène cette enquête? L'administration engage une entreprise très bien rémunérée pour enquêter sur le département. Et on nous dit que critiquer Israël va à l'encontre de la politique de la CUNY. Et la CUNY appartient au gouvernement. Elle appartient à l'État de New York. Oui, la City University of New York. Wow! Très bien, Aaron. Parle-nous de la perte de la liberté d'expression sur les campus universitaires. Parle-nous des dangers que représentent les 850 bases militaires à travers le monde. Et parle-nous des guerres que Donald Trump continue. Le Yémen, la Syrie, Gaza, l'Ukraine. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tout le monde d'être ici. Je dois vous avouer que ma crainte en arrivant était que notre public, notre plus grand public, soit entièrement masculin. Alors merci public d'avoir brisé mon propre stéréotype. C'est formidable de voir une assemblée aussi merveilleuse. Merci à Thaddeus Russell d'avoir organisé cet événement, d'avoir honoré The Grey Zone. Merci Thaddeus. Et merci Monsieur le juge d'être ici avec nous. C'est un tel honneur de vous avoir et d'être ici sur scène avec vous. Alors, merci, merci. J'ai un faible pour l'homme assis à côté de moi. Quand il a proposé samedi après-midi, j'ai dit oui. Par où commencer? Eh bien, écoutez, monsieur le juge, je ne peux pas vous donner une réponse complète parce que votre question est très large. Mais laissez-moi simplement me concentrer sur « Suivez votre cœur ». Oui, laissez-moi me concentrer. Vous savez, le dernier panel portait sur le génocide à Gaza, alors permettez-moi d'aborder la guerre par procuration en Ukraine, où il y a peut-être un certain intérêt à mettre fin à ce conflit. Trump est-il plus proche d'y parvenir? Eh bien, la seule chose qu'il a faite après le dernier cycle de discussion avec ses homologues russes, ukrainiens et européens, c'est qu'il a en fait changé sa propre position. Il insistait pour que la Russie accepte un cessez-le-feu, et sinon, elle ferait face à de nouvelles sanctions sévères. Et juste après avoir rencontré Vladimir Poutine,
Il a abandonné cette exigence, et vous savez, ceux qui croient à la théorie du complot du Russiagate diraient que c'est parce que Trump est redevable à Poutine. Mais en réalité, je suis sûr que la Russie a expliqué à Trump et à ses responsables ce qu'est la situation réelle sur le terrain. Et la Russie n'a aucun intérêt à geler un conflit qu'elle est en train de gagner, même si c'est très lentement. Donc, le fait que Trump commence au moins à reconnaître que sa demande était vouée à l'échec, je pense que c'est un petit signe de progrès. Mais la question est de savoir jusqu'où il est prêt à aller. Je veux dire, la Russie a des exigences très claires. Sur le plan territorial, je ne sais pas exactement où se situent les lignes rouges de la Russie, ni sur quoi elle est prête à faire des compromis. Mais ce sur quoi elle ne transigera pas, c'est l'expansion de l'OTAN à l'Ukraine. De plus, ils ne feront aucun compromis sur cette question désormais centrale des garanties de sécurité, où l'Ukraine et l'Europe disent en gros « D'accord, nous pouvons discuter de l'arrêt de la guerre si, en substance, les États-Unis acceptent de nous accorder une garantie de sécurité. » Ce qui signifie essentiellement que les États-Unis iraient en guerre au nom de l'Ukraine en cas de nouveau conflit. Et cela est inenvisageable pour la Russie. Et, chose assez ironique, c'est aussi inenvisageable pour les États-Unis. Il y a 3 ans à Istanbul, lorsqu'il était question de garantie de sécurité et que la Russie et l'Ukraine tentaient de trouver un accord, l'Ukraine s'est tournée vers l'administration Biden et a demandé « Nous soutiendrez-vous si nous parvenons à un accord de paix avec la Russie ?» Et selon de multiples sources, nous savons tous aujourd'hui que Boris Johnson et l'administration Biden ont dit à Zelensky de ne pas conclure d'accord de paix. Mais nous savons aussi, grâce à une source en particulier, Alexandre Chaly, qui est un négociateur ukrainien, c'est lui qui a déclaré de façon célèbre qu'ils avaient atteint un véritable compromis à Istanbul. Il a dit que les États-Unis lui avaient dit « Nous ne vous donnerons pas de garantie de sécurité dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie, mais nous l'envisagerons en dehors de la Russie. » Alors Zelensky a suivi les instructions, s'est retiré de l'accord de paix, puis est revenu vers les États-Unis et le Royaume-Uni en disant « Très bien, qu'en est-il de ces garanties de sécurité ?» Et l'administration Biden a répondu « Non, nous n'allons pas vous donner cela, même s'il n'y avait plus du tout de Russie dans l'équation. » Les États-Unis ont donc systématiquement refusé d'accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Europe et Zelensky continuent de s'accrocher à ce fantasme que cela va arriver. Et tout ce que j'y vois, c'est simplement une stratégie de leur part pour prolonger la guerre. Et la question pour Trump est la suivante. Est-il prêt à se lever clairement et à dire « pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine, pas d'élargissement de l'OTAN, non seulement pas d'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, mais pas d'élargissement de l'OTAN du tout, point final, vers l'Est. » Parce que c'est la demande fondamentale de la Russie. Trump est-il prêt à dire cela? Je ne sais pas. Il semble parfois en avoir l'inclination, mais il a autour de lui des personnes qui considéreraient cela comme hérétique, oser répondre aux exigences russes. Et puis, Trump reviendra-t-il sur ses propres actions, y compris le fait d'avoir déchiré le traité INF, qui était un pacte très important de la guerre froide qu'il a mis fin lors de son premier mandat? Est-il prêt à revenir là-dessus, ce que la Russie souhaite également voir abordé? Mais au minimum, on peut dire qu'en ce qui concerne la question de l'Ukraine, il y a au moins une certaine reconnaissance de la réalité de sa part. Il y a aussi une promesse de la part de son administration. J.D. Vance a récemment déclaré « Nous ne sommes pas dans le business du financement de la guerre en Ukraine. » Et je pense que ce sera une promesse difficile à rompre, même pour Trump. Donc c'est le seul conflit où je pense qu'il y a une possibilité de paix. Mais partout ailleurs, je ne vois que de la morosité. Je ne vois que des conflits sans fin.
En Palestine, il est difficile même d'imaginer ce qui va arriver après tout le carnage que nous avons déjà vu. Comme l'a évoqué le premier panel, Max en a parlé, Trump a donné son feu vert à la colonie E1, qui est la dernière colonie susceptible de couper complètement la Cisjordanie, séparant le nord de la Cisjordanie du sud et isolant Jérusalem-Est, qui est le centre de la vie palestinienne. En plus de cela, il y a maintenant le feu vert pour aller détruire la ville de Gaza, qui est l'un des rares endroits de Gaza à ne pas avoir été totalement anéanti. Donc pour l'Ukraine, je vois une certaine possibilité de résolution. Partout ailleurs, je me sens très pessimiste. Max, parlez-nous de la collaboration insidieuse et pourtant largement invisible entre la communauté du renseignement américaine et cette entité mystérieuse appelée Palantir, à propos de laquelle vous avez déjà parlé et écrit. Qui sont-ils exactement et qu'ont-ils fait? Eh bien, Palantir représente aujourd'hui l'appareil de renseignement américain et ils deviennent de plus en plus le gouvernement. Si l'on regarde les liens de Peter Thiel avec J.D. Vance, ses liens avec RFK Jr., qui est-il? Il n'est qu'un homme de paille pour un certain Jim O'Neill, je crois que c'est son nom, qui était l'ancien directeur de la fondation de Peter Thiel. Il est le numéro 2 au département de la santé, HHS. Peter Thiel a des apparatchiks dans chaque grand ministère. Peter Thiel et la mafia PayPal n'ont jamais eu autant de contrôle sur le gouvernement. Si l'on remonte dans le temps, Peter Thiel a prononcé un discours. Ironiquement, il se présentait autrefois comme un anarcho-capitaliste ou un libertarien. Et il a pris la parole lors de la convention du Parti libertarien il y a des années. J'aimerais pouvoir donner l'année exacte, mais il a dit, en gros, et que personne ne nous élira. Nous n'accéderons pas au pouvoir par des moyens électoraux. Nous utiliserons des moyens technologiques pour obtenir le pouvoir en coulisses au sein du gouvernement. Et grâce à la technologie Palantir, ils font exactement cela. Grâce à Foundry, ils agrègent toutes nos données et les fusionnent à travers l'ensemble du gouvernement, dans tous les services gouvernementaux. Toutes les données disponibles commercialement, ainsi que toutes celles que nous fournissons au gouvernement, vont se retrouver au même endroit, entre les mains de Palantir. Palantir organise ou supervise également tout le ciblage pour le Pentagone et pour la plupart des armées occidentales, un nombre croissant d'armées occidentales, via son système Maven. Maven est le système utilisé par le Pentagone pour tuer des gens à travers le monde. C'est un système de ciblage mondial. Et le PDG de Palantir, Alex Karp, dit, eh bien, nous tuons beaucoup de gens à travers le monde. Mais ce ne sont que des terroristes. C'est un sioniste fanatique qui déteste ses parents hippies, originaires de Berkeley. Et il est obsédé par l'idée de s'enrichir en se présentant comme un magicien de l'assassinat. Et où Palantir apporte-t-il son assistance? Et où a-t-il établi un laboratoire pour exporter la technologie qu'il perfectionne? À Gaza. Peter Thiel est fier d'aider l'armée israélienne avec son système d'IA Gospel, qui génère tellement de cibles qu'il est impossible pour un humain de toutes les vérifier. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de familles ont disparu du registre civil. Elles sont tout simplement anéanties, ciblées par un système d'IA utilisant ce qu'on appelle « Where's Daddy ?» qui détermine quand le père de famille rentrera chez lui, puis le frappe à ce moment-là. Maven de Palantir a, je crois, servi de base à cela. Palantir, qui est l'un des principaux lobbyistes de Palantir aux États-Unis. Ballard Partners, qui était un cadre clé chez Ballard Partners. Pam Bondi, l'ancienne procureure générale. Et Ballard, j'oublie son prénom, était dans la première administration Trump. Pam Bondi n'avait pas le contrat avec Palantir d'ailleurs. Son contrat était avec le Qatar et avec Geo Group, la société privée de prison, qui profite de la politique de déportation sadisme de Trump. Car tant de migrants sont envoyés dans des prisons privées à but lucratif. Mais vous voyez l'idée. Stephen Miller,
possède pour 250 000 $ ou plus d'actions chez Palantir. Palantir, c'est comme une mafia qui dirige l'administration Trump. Palantir n'a-t-il pas peur de vous? Ne vous ont-ils pas expulsé d'une conférence parce qu'ils craignaient que vous les exposiez et posiez des questions auxquelles ils ne voulaient pas répondre? J'ai vu ça en vidéo. Eh bien, je veux dire, ils font partie d'un ensemble plus vaste. Je veux dire, tu as demandé, Christian, où va ce millier de milliards de dollars? Il va de plus en plus aux seigneurs de la guerre de l'IA. Et pas seulement aux 5 grands, et tu sais, à Lockheed, le genre d'entreprise militaire de premier ordre. Il va à ces seigneurs de la guerre de l'IA qui sont des charlatans, qui ont peur de la presse et essayent de convaincre le gouvernement américain de leur capacité à surpasser la Chine, qui est l'autre superpuissance de l'IA. L'un d'eux était tapageur à ce sujet. Bref, j'entre dans cette conférence, l'AI Expo à Washington. C'est vraiment l'avenir de l'industrie de l'armement, mais ce sont des drones et des systèmes d'armes à IA, organisés par Eric Schmidt, qui supervise le Fourth Offset pour le Pentagone, ou supervisait cela, c'est-à-dire faire en sorte que le Pentagone investisse des centaines de milliards de dollars de notre argent dans le charlatanisme de l'IA. La première entreprise que vous voyez est Rhombus Power, un sous-traitant de la CIA qui travaille avec de nombreuses agences de renseignement et affirme pouvoir prédire les conflits, qu'ils auraient prédit l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la journée près grâce à l'IA. C'est une technologie prédictive, des balivernes. Je dis simplement que je n'y crois pas du tout, mais ils reçoivent énormément d'argent. Ensuite, il y a Palantir, qui fait des présentations juste derrière Rhombus Power. Une journaliste de France 24 s'approche pour essayer de leur poser des questions sur leur nouveau contrat Foundry avec l'administration Trump, qui, comme je l'ai dit, agrège toutes nos données personnelles et les centralise sans aucun droit à la vie privée pour nous tous. Et elle commence à se faire escorter dehors par la police, par la sécurité, et je me retrouve là à la filmer pendant qu'on l'emmène. Et ils commencent à m'emmener aussi. Je les ai convaincus de me laisser revenir. Mais plus tard, j'ai essayé d'interroger l'ancien chef du renseignement militaire israélien, Amman, sur la façon dont il a contribué à préparer le terrain pour le génocide à Gaza. Ils ont fini par me faire sortir. Mais ensuite, mes messages privés ont commencé à se remplir de messages en colère, très puérils, de la part du responsable de la division stratégie de Palantir, Eliyahu Yunus, qui disait des choses comme « J'ai vu ta vidéo, vraiment du journalisme digne du prix Pulitzer, mec. En fait, tu es nul, vraiment. » Et il n'arrêtait pas. Je me demandais où ça allait mener. Est-ce qu'ils vont utiliser le système Maven contre moi? Est-ce que je devrais répondre? Et j'ai compris qu'ils sont simplement des personnes susceptibles et immatures qui n'ont jamais été confrontées à la contradiction, qui ont peur des médias, ce qui signifie que nous devons exercer plus de pression. Et justement, sur cette question, tout ce sujet est quelque chose que nous pouvons faire, que nous devrions faire. Partout dans le pays, les gens commencent à se réveiller, surtout dans les communautés rurales, et à réaliser que ces centres de données sont construits dans leur localité, qu'ils prennent leur eau, leur électricité et ne leur laissent rien. Ils achètent les autorités locales et il y a ces réunions de conseils municipaux et de municipalités très tendues, mais les gens ne font pas le lien. Bon nombre de ces centres de données sont construits par Oracle, qui est basé en Virginie du Nord, dans ce que j'appelle le corridor de la mort. Oracle est dirigé par Larry Ellison, l'un des plus grands donateurs sionistes radicaux de notre pays. Il possède une île privée à Hawaï et y invite des politiciens qu'il possède littéralement. Il possédait Tim Scott, le politicien républicain, il était son seul donateur. Et le fils de Larry Ellison, David, est en train de racheter CBS News.
Ils ont même réussi à faire en sorte que 60 minutes, qui était déjà un véritable outil de propagande de la CIA, censure ses propres reportages sur Gaza, poussant des membres du personnel à démissionner. Maintenant, ils vont faire venir Bari Weiss comme productrice. Bon sang. Comme un grand producteur exécutif de CBS lui-même, autant appelé CBS Zog. Et elle fera venir son ancien patron du Wall Street Journal, qui travaille désormais au New York Times, Bret Stephens. Oui, Bret Stephens. Franchement, qui lit encore ce type? Mais le point important, c'est qu'on peut établir ce lien en se rendant à ces réunions et en montrant la connexion entre ces centres de données, le génocide à Gaza et tout ce gaspillage en série de nos impôts qui vont tous au 0,1%, les seigneurs de la guerre de l'IA et les charlatans. Anya, quelle est la raison de la prime de 50 millions de dollars offerte par le département d'État pour Maduro? Et cela ne risque-t-il pas simplement d'encourager d'anciens militaires américains instables à tenter de lui nuire dans l'espoir de décrocher une part de ces 50 millions de dollars? Je veux juste dire une chose à propos de Palantir, car c'est un fait assez intéressant. Après le 7 octobre, en décembre 2023, ils ont annoncé qu'ils réservaient 180 emplois pour des étudiants juifs qui ne se sentaient plus en sécurité sur les campus universitaires. Donc, s'ils voulaient commencer chez Palantir, ils en avaient la possibilité. C'est tout simplement absurde. On dirait quelque chose qu'on aurait inventé, mais c'est bien là, en une de Barron's. Dewey, donc les Palestiniens meurent. Oui, c'est sombre, mais vrai. Comme je l'ai mentionné, lors de la première administration Trump, il a lancé cette politique consistant à mettre une prime sur la tête du président en exercice d'un pays, Nicolas Maduro, au Venezuela. À l'époque, je crois que la prime n'était que de 5 millions, donc ils l'ont augmentée à 50. Et immédiatement après, quelques semaines seulement après l'annonce de cette prime, il y a eu cette opération dont j'ai parlé plus tôt, l'opération Gideon, que certains se souviennent peut-être sous le nom de la baie des Cochonnets, l'invasion de la baie des Cochonnets au Venezuela qui a eu lieu en mai ou juin 2020. Mais c'était très étrange. C'est exactement ce que Trump essaie de susciter en lançant cette prime. Mais la façon dont cette opération a fonctionné, pour ceux d'entre vous qui ne s'en souviennent peut-être pas, c'est que la première fois que nous en avons réellement entendu parler, c'était via l'Associated Press, lorsqu'ils ont publié un article affirmant que, effectivement, cet ancien béret vert, Jordan Goudreau, qui avait auparavant tenté de lancer une entreprise de sécurité scolaire où les parents pouvaient engager, il disait que, pour le prix d'un abonnement Netflix, on pouvait engager ces agents de sécurité scolaire pour intervenir et, en gros, prévenir les fusillades dans les écoles. Non seulement en étant présents comme gardes armés, mais son idée était qu'ils agissent aussi comme agents de renseignement à l'intérieur de l'école, surveillant certains élèves qu'ils considéraient comme des menaces et commençant à les interroger. De toute façon, ils ont fait tout un portrait de lui dans le Washington Post à propos de cette entreprise ratée, et quand cela n'a pas marché, il s'est tourné vers autre chose. Il a assuré la sécurité lors du concert organisé par Richard Branson, le milliardaire britannique, à la frontière du Venezuela en 2019. Au moment où Trump annonçait pour la première fois cette stratégie de coup d'État et tentait de faire passer une grande quantité d'aide humanitaire à la frontière vénézuélienne avec du matériel militaire américain. C'était un affrontement spectaculaire en février 2019 entre les États-Unis et le Venezuela. Ainsi, Jordan Goudreau s'est retrouvé à la frontière, assurant la sécurité de ce concert que Branson
avait sponsorisé dans le cadre de l'événement. C'est là qu'il a rencontré des membres de l'opposition vénézuélienne qui lui ont donné l'idée. Ils ont dit que s'ils pouvaient obtenir des fonds, ils avaient ces gars, des déserteurs de l'armée vénézuélienne qui avaient traversé la frontière à la recherche de nourriture ou d'aide en Colombie. Ils ont expliqué qu'ils pouvaient organiser ces hommes et les entraîner pour une sorte de mission visant à capturer ou tuer le président. Ainsi, pendant plusieurs mois, ils se sont entraînés et ont levé des fonds auprès d'oligarques vénézuéliens et, selon le gouvernement vénézuélien, auprès de sources basées également à Miami. Et ils allaient finalement poursuivre la mission, mais parce que Jordan Goudreau s'est senti tellement trahi par certaines forces d'opposition avec lesquelles il avait traité, c'est l'ancien béret vert, il a fini par révéler l'histoire alors que l'invasion était en cours. Il avait donc 2 de ses hommes, 2 amis de son service, qui dirigeaient cette équipe hétéroclite de déserteurs vénézuéliens à bord de bateaux de pêche, de simples bateaux de pêcheurs, pour entrer au Venezuela. Ils ont été capturés par un collectivo, comme je l'ai dit, ces milices qui opèrent en dehors du gouvernement, et emmenés à Caracas où ils ont été inculpés et emprisonnés, puis seulement récemment échangés lors de cette négociation de prisonniers organisée par Richard Grenell plus tôt cette année. Mais toute cette opération, je veux dire, il y avait 2 Américains, les yeux pleins d'étoiles, qui pensaient vraiment qu'ils allaient traverser la frontière et être accueillis en libérateurs avec cette petite équipe de soldats s'ils tentaient de capturer le président du Venezuela. Leur plan était de toucher cette prime. Au final, ils comptaient le mettre dans un avion et l'envoyer aux États-Unis. C'est ridicule. Et le gouvernement américain devait les payer pour ça. Maintenant, ils ont augmenté la récompense. On peut attendre et voir si quelque chose de similaire se produit. Même si je ne pense pas que ce qui est arrivé au dernier serve d'exemple encourageant à quiconque voudrait s'en prendre au Venezuela. Professeur Parenti, est-ce que les enseignants et les étudiants sur les campus aujourd'hui, et vous pouvez parler de votre propre expérience, ont peur de prendre position contre le régime Netanyahou et en faveur des droits humains des Gazaouis? Eh bien, j'enseigne dans une université fréquentée principalement par des étudiants issus de la classe ouvrière. Donc ce n'est peut-être pas représentatif de beaucoup d'autres types d'établissements. Et je veux dire, je pense qu'au début, les gens n'avaient pas peur, mais maintenant, il y a eu cette vague de répression. Elle a commencé dans les universités de l'Ivy League, et maintenant, elle touche les écoles fréquentées par la classe ouvrière. Cela a donc refroidi les protestations. À John Jay, les manifestations ont diminué, et l'administration universitaire, avec le changement de gouvernement, a commencé à interdire les protestations, et tout cela. Oui, dans une certaine mesure, je pense que c'est le cas. Et je pense qu'à mesure que les informations se répandent sur des personnes faisant l'objet d'enquêtes pour des choses totalement anodines, comme parrainer un événement étudiant ou projeter un documentaire, cela a un effet dissuasif. Je ne pense pas qu'il en résultera quoi que ce soit, mais c'est tellement pénible. Et cela va représenter des sommes énormes prélevées sur le budget pour ce cabinet d'avocats privé, qui bien sûr a tout intérêt à dire « Oui, nous avons trouvé plus de preuves, donc vous devez payer cette facture, puis la suivante, et encore la suivante. » Donc oui. Aaron, pourquoi n'y a-t-il pas de mouvement anti-guerre aux États-Unis? Quand j'avais 18 ou 19 ans, c'était à la fin des années 60, le mouvement anti-guerre était immense. Il a fait tomber le président des États-Unis, LBJ. J'étais du mauvais côté à l'époque, mais tant de mes amis à l'université étaient impliqués là-dedans. Une foule comme celle-ci, qui compte peut-être 150 personnes ici, en aurait eu 10 000 à l'époque, un samedi après-midi.
Les gens dans cette salle sont le sel de la terre. Pourquoi ce nombre? Ce nombre-ci n'est-il pas bien plus grand? Les conférences de Michael Parenti étaient pleines à craquer. Il n'y a pas encore de projet de conscription pour envoyer des gens en Israël, mais cela en fait partie. Aaron? Eh bien, tout cela, la conscription. Mais écoutez, je suis partial. Je vais blâmer, et bien surtout le Parti démocrate, parce qu'il y avait tellement d'énergie pendant l'administration Bush. Beaucoup d'entre nous étaient présents lors des manifestations anti-guerre, puis Barack Obama est arrivé au voir et a dit à tout le monde de rentrer chez soi, je m'en occupe désormais. Puis il a attaqué tant de pays, la Libye, la Syrie, le Yémen, l'Afghanistan, en y intensifiant la présence militaire. Mais il y a aussi eu le Russia Gate, que j'ai particulièrement tendance à blâmer, parce que vous savez, le Russia Gate est arrivé après l'élection de 2016, alors qu'il y avait un véritable sentiment anti-guerre parmi l'électorat, que Trump a exploité pour remporter la victoire. Donc, la réponse évidente après que Trump ait profité de ce sentiment anti-guerre aurait été que le Parti démocrate propose une véritable voix anti-guerre de son côté. Mais au lieu de cela, la campagne d'Hillary Clinton, qui a perdu, a décidé de ne pas assumer la moindre responsabilité pour son propre héritage de bellicisme et de néolibéralisme et a préféré blâmer la Russie. En accusant la Russie, ils ont encore renforcé au sein du Parti démocrate et parmi les libéraux l'idée que défendre la démocratie signifie soutenir l'OTAN, appuyer des guerres par procuration comme en Ukraine, et ne pas critiquer les néolibéraux et le Parti démocrate qui s'étaient en fait entremêlés avec les néoconservateurs. Victoria Nuland, qui était une autre responsable sous Obama et Biden, a également travaillé pour Dick Cheney. Et cette sorte de fusion entre ces deux camps, selon moi, a contribué à tuer le mouvement anti-guerre. Et puis il y a aussi cette propagande vraiment efficace qui a malheureusement trompé même certains de nos collègues dans les médias progressistes et d'opposition. La sale guerre en Syrie, à laquelle je me suis intéressé tardivement, mais que Max et d'autres dénonçaient dès le début, a amené des personnes qui se considèrent de gauche à applaudir la CIA essentiellement sous prétexte de soutenir la démocratie et la liberté. Et les outils utilisés pour imposer cette ligne, diffamer, annuler, exclure des plateformes, ont été employés, y compris à gauche. Donc je pense qu'il y a des gens, parfois même avec de bonnes intentions, qui sont exploités et conduits à des fins vraiment cyniques. Et cela, pour moi, après la Syrie et après la guerre en Ukraine aussi, on retrouve le même genre de division, les mêmes techniques d'exclusion et d'annulation, qui ont vraiment divisé ce qu'il reste du mouvement anti-guerre. Je pense que c'est vraiment important aussi que la sous-culture de la gauche américaine soit devenue assez pathologique. Vous savez, la culture du call-out. Je veux dire, beaucoup de ces questions sont légitimes, mais il y a cette culture d'intolérance totale, et organisation après organisation s'enfonce dans des conflits internes sur des sujets totalement hors de propos. Parce que les questions de base sur, vous savez, la politique de classe qui produit la richesse, qui la prend, que font-ils avec notre argent public? Et la politique anti-impérialiste sur pourquoi ils prennent notre argent et détruisent ces pays, blessant ces innocents. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour savoir qu'on n'aime pas la politique étrangère américaine sous cette forme violente. Ces questions fondamentales, capables de rassembler les masses, ont été étouffées pendant des décennies sous cette politique de niche, baroque, story disc. Ne penses-tu pas que c'était intentionnel? Tu as dû t'adresser à des revues en dehors de la gauche traditionnelle pour écrire à ce sujet, mais il existe réellement un complexe industriel des ONG qui a imposé ce type de changement culturel, éloignant la politique des classes. Je travaille en ce moment sur un livre avec un ami, Jason W. Moore, qui enseigne à Binghamton.
Je pense que c'est clairement délibéré. Cela commence après la Seconde Guerre mondiale. On le voit en Europe, lorsque la CIA se rend compte qu'elle ne peut pas simplement liquider la gauche. Il y a une partie de la gauche avec laquelle ils doivent composer, et donc ils vont l'éloigner de la politique de classe, l'éloigner du soutien au socialisme réellement existant. Ensuite, on voit les fondations privées, commencer à financer vers le milieu des années 50. Puis il y a la guerre contre la pauvreté, qui consiste à financer ces mouvements sociaux rebelles, à les professionnaliser, à leur accorder des subventions globales, à les monter les uns contre les autres, à choisir quels thèmes seront financés. La Fondation Ford, surtout, met l'accent sur la question raciale, encore et encore, au détriment de toute forme d'unité de classe. Durant les années 1970 et 1980, ce schéma s'enracine, et en même temps, il y a la chasse aux sorcières rouges. Il y a la loi Taft-Hartley de 1946, dont une partie, qui sera ensuite annulée, rend illégal, pendant environ 5 ou 6 ans, le fait que des socialistes, marxistes et communistes puissent être employés ou dirigeants de syndicats. Toute une génération des meilleurs organisateurs et des éléments intellectuels les plus sophistiqués du mouvement ouvrier est ainsi expulsée du syndicalisme. Tout cela est mis en marche et culmine en quelque sorte dans la situation actuelle. Internet joue un rôle énorme là-dedans, car il permet d'amplifier certains messages et d'en étouffer d'autres. De là, avant être refusement. Oui, avant de passer aux questions du public, y a-t-il un espoir de mettre fin au massacre et à la famine à Gaza, ou est-ce que tout dépend de Donald Trump? Nous aurions dû organiser tout un panel sur cette question. Pourquoi n'y a-t-il pas de mouvement anti-guerre? C'est une question tellement essentielle. Et je pense que nous assistons à une résurgence à travers le mouvement de solidarité avec la Palestine. Si vous parlez à certains des jeunes qui y participent, ils ne sont pas récupérables. Ils en ont fini et ils croient en la résistance. Ils soutiennent la résistance. Et c'était interdit. Le triangle rouge est un symbole de résistance. Il a commencé à apparaître dans des vidéos diffusées, publiées par les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, sur Telegram, au-dessus des têtes des soldats envahisseurs et occupants. Et maintenant, c'est devenu en quelque sorte un symbole pour ceux qui soutiennent la résistance, parce qu'ils comprennent que notre gouvernement est acheté. Nous ne pouvons protester qu'à un certain point. Et le fait est qu'Israël ne comprend que la force. C'est malheureux. C'est une tragédie que j'ai essayé de prévenir en menant campagne pour le BDS, en militant pour une solution à un seul État. Le génocide continuera tant qu'Israël restera un État juif autoproclamé et il prendra différentes formes. Ce qui se passe en Cisjordanie est une forme de génocide. Ce qui arrive aux Bédouins dans le Negev est une forme de génocide. Ce qu'Israël prévoit de faire en Syrie, où il exploite les Druzes après avoir favorisé l'arrivée au pouvoir d'Al-Qaïda, est une forme de génocide. C'est un projet génocidaire. Et j'en ai fini de parler de solution à 2 États ou à un État. Ce projet doit être démantelé d'une manière ou d'une autre. Nous allons donc voir la situation se résoudre, parce que notre propre gouvernement est acheté. Ce n'est pas seulement un échec, c'est un refus délibéré de faire quoi que ce soit et d'accorder à Israël une totale impunité pour agir comme il l'entend. Nous allons voir la situation se régler militairement. Une guerre reviendra en Iran dans les semaines et les mois à venir. Elle aura presque certainement lieu avant les élections de mi-mandat. Moment où nous commencerons à voir un changement de ton au Congrès envers Netanyahou. Et Netanyahou a un contrôle total sur Trump. Il le tient complètement et il va exploiter cela au maximum pour essayer de ramener les États-Unis dans le conflit, y compris avec des troupes au sol. Ce sera une guerre encore plus violente qu'auparavant.
Et l'avenir de l'État juif autoproclamé sera décidé à travers ce conflit, qu'il puisse poursuivre son projet génocidaire ou qu'il s'effondre. Trump, c'est quelque chose d'intéressant. Juste pour conclure, je veux dire, ce n'est pas présenté correctement dans les médias. Trump a affirmé avoir anéanti le stock nucléaire de l'Iran environ 11 fois dans différents messages sur Truth Social au cours des 2 dernières semaines. Il utilise sans cesse le mot « anéanti » et il vient de limoger le chef de la Defense Intelligence Agency. C'est en gros l'équivalent du chef du renseignement militaire aux États-Unis. Pourquoi? C'est énorme. Je veux dire, c'est vraiment énorme. Pourquoi l'a-t-il limogé? Parce qu'il a dit que Trump n'avait pas anéanti le stock nucléaire de l'Iran. Voilà. N'est-ce pas l'un des mensonges de Trump que nous devrions soutenir? Exactement. C'est là qu'a Grace. The guerre are referring to me. Tu es déjà 2 longueurs d'avance sur moi. La raison pour laquelle je pense que Trump fait ça, même s'il manipule les renseignements, tout comme il manipule les informations sur le Venezuela, le train d'Aragua et toute l'histoire des cartels, c'est parce qu'il a peur que si cela sort, cela donne à Netanyahou plus de poids pour ramener les États-Unis dans le jeu et dire « Hey, vous n'avez pas terminé le travail et on vous tient. Il faut renvoyer l'armée. » Donc il y a une fenêtre de temps entre maintenant et je pense les élections de mi-mandat au Congrès, pendant laquelle une guerre bien plus vaste, plus violente et potentiellement catastrophique pourrait éclater, ce qui pourrait entraîner la fermeture du détroit d'Ormuz et faire s'effondrer l'économie mondiale. Je veux dire, les Houthis ont coulé 2 navires le mois dernier. Je veux dire, les États-Unis ont perdu au Yémen. Nous avons perdu une guerre. Hegseth a gaspillé un demi-milliard de dollars à essayer d'arrêter les Houthis et finalement ils nous ont chassés de là-bas. Regardez, de Ferris penser et la voix de Miss. MSU. Ou alors, comment ça se passe au niveau des chiffres? Si vous regardez The Grey Zone ou Judging Freedom, vous pouvez voir à quel point c'est un plaisir de travailler avec ces esprits brillants. Et j'ai maintenant un nouvel invité sur Judging Freedom, un autre Italien du New Jersey, le professeur Parenti. Très bien, les personnes avec les micros, êtes-vous prêtes? Parce que nous allons passer aux questions-réponses du public. J'ai besoin que vous veniez ici. Je vais commencer à ce niveau. Ce monsieur avec la casquette de baseball, ils arrivent vers vous maintenant. Juste une seconde, monsieur. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur cette casquette. Ce n'est pas une casquette des Red Sox, n'est-ce pas? Non, il est écrit « Bien sûr que j'ai raison, je suis Bob ». Ah d'accord, pour n'importe lequel des intervenants, monsieur. Ma question s'adresse à vous, monsieur le juge. Existe-t-il un moyen constitutionnel de retenir nos impôts pour protester contre la guerre? Je sais qu'il y a eu des initiatives dans le nord de la Californie où des gens ont tenté cela. La communauté poursuit en justice pour empêcher que leurs impôts servent à financer la guerre. Parce que si vous pouvez interrompre le flux d'argent, vous pourriez avoir une chance. Lorsque cela a été tenté à l'époque du Vietnam, les administrations LBJ et Nixon ont poursuivi les personnes qui ne payaient pas leurs impôts. Et pour être tout à fait franc, avec la dette du gouvernement, professeur Parenti, la plupart de l'argent qui va au ministère de la Défense est emprunté et imprimé. Ils n'ont même pas besoin de nos impôts pour cela. Donc, la réponse courte est non, il n'y a aucun moyen légal de le faire. Il faudrait un courage immense, de la ténacité et la volonté de tout risquer. Cette dame ici, je ne veux pas être impoli en disant cette dame. J'essaye simplement de vous identifier pour le micro. Je suis Sheher. C'est cool. Merci. Je suppose que ma question s'adresse à n'importe qui veut répondre, peut-être à Max. À quel point es-tu agacé maintenant que ce fichu comte Smirkula sort de l'ombre pour dire ce qu'il aurait dû faire? Tu sais,
Il souriait d'un air suffisant tout le temps. Il niait tout, et tu l'as confronté plus d'une fois. Puis ils t'ont viré de, je crois que c'était la dernière Love Fest de Blinken. Mais franchement, je suis tellement agacée par ces gens qui, maintenant que c'est sans risque, maintenant qu'ils ne travaillent plus pour le gouvernement, disent « Ah oui, Israël mentait et on les a aidés. » Mais tu vois, je ne sais pas. Évidemment, tu es blanchi, mais c'est juste, je ne sais pas. Je suis sûre que tu vois, je ne sais pas. Évidemment, je suis vraiment en colère, mais merci. J'adore cette question. Elle montre vraiment que tout le monde dans la salle est un peu complice de la blague, alors qu'ils ne le sont pas. Matthew Miller ne l'était pas. Il ne comprend toujours pas que ce qu'il fait est perçu comme répugnant. C'est le porte-parole du département d'État de l'administration Biden, Matthew Miller, que nous avons surnommé le comte Smirkula. Alors que je me faisais expulser de mon dernier point presse, où j'ai confronté Tony Blinken, il organisait ses troupes pour me faire sortir. Il agitait sa relique vers moi. Et je lui ai dit, « Vous avez esquissé un sourire narquois tout au long d'un génocide. » C'est venu comme ça et c'est exactement ce qu'il a fait. Je veux dire, chaque jour, il mentait et mentait sur les négociations, sur les crimes, puis il sort et fait une série d'interviews en parlant un peu au nom de Blinken et de cette clique. Et il déclare dans sa première interview qu'il savait qu'Israël commettait des crimes de guerre, mais que son travail était de ne pas le dire. Donc je veux dire, tu es alors un criminel de guerre et tu as menti. Deuxièmement, il vient de s'exprimer, je crois, sur la chaîne 13 ou 12 d'Israël. Et cela fait partie d'une stratégie que, selon moi, Blinken et son équipe élaborent pour tenter de saper Netanyahou. Il a dit que Netanyahou avait détruit toute possibilité de cessez-le-feu à 8 reprises différentes. Il déplaçait les objectifs et rendait la chose impossible après que le Hamas ait accepté l'accord. Mais à chaque réunion à laquelle j'ai assisté, et chaque fois que je l'ai observé, il accusait le Hamas de tout. Il a dit dans cette interview, « Nous ne pouvions pas révéler cela ou blâmer Netanyahou parce que cela aurait encouragé le Hamas. » Donc je veux dire, ce sont des sociopathes et ils pensent que cela va, d'une manière ou d'une autre, affaiblir Netanyahou ou aider l'équipe de Blinken. Pourquoi l'appelle-t-il Smirkula? Il se contenterait de vous lancer un sourire en coin si vous posiez une question critique. Et il ressemblait à Dracula. Son visage, il a, disons, une tête de type antipathique au repos ou une tête à sourire narquois, je ne sais pas. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, eh bien, ce que Miller a dit, c'est que le chef du Hamas, Sinwar, se retirait chaque fois qu'il percevait une tension entre Biden et Netanyahou, ce qui est faux. Netanyahou avait la même position, le Hamas avait la même position pendant toute cette période, à savoir que quel que soit l'accord, il devait mettre fin au génocide de façon permanente. Donc Sinwar ne s'est jamais retiré. C'est juste une nouvelle excuse qu'il invente. Mais au moins, il reconnaît maintenant qu'il savait depuis le début, c'était évident qu'il le savait aussi, que Netanyahou était le principal obstacle à un accord. Et bien sûr, maintenant pour limiter les dégâts, il l'admet publiquement. Mais évidemment, c'est ce que l'administration Biden aurait dû dire depuis le début, au lieu de couvrir Israël. Cette dame, juste à côté de vous, avec la chemise sombre. Bonjour. Je suis également une personne d'origine italienne du New Jersey, donc ravie de faire votre connaissance. J'ai une question pour vous, monsieur le juge. Quand vous y pensez, j'imagine que vous faites partie de la génération des baby boomers. Est-ce une supposition juste? Vous me demandez mon âge? Je n'ai pas demandé ton âge, seulement à quelle génération tu appartiens. Je suis de loin la personne la plus âgée sur cette scène. Allez-y. Je suis curieux de savoir si vous pourriez me parler un peu, en tant que participant et observateur, de ce que cela fait d'être au sommet d'un empire puis de le voir décliner.
Qu'est-ce que cela fait ressentir? De plus, quelles observations ou leçons pouvez-vous partager avec nous alors que nous vivons cela à grande échelle? Puis-je rebondir là-dessus? Je pense que nous vivons une période extrêmement dangereuse. La liberté d'expression est attaquée. La liberté de se rassembler est attaquée. La liberté d'être soi-même est attaquée par cette administration. Des hommes masqués arrêtent des gens sans mandat d'arrêt. Des universités sont victimes de chantage. Des cabinets d'avocats sont menacés. Et nous continuons à financer 850 bases militaires à travers le monde. Personne, aucun être humain, ne pourrait justifier une douzaine d'entre elles, encore moins 850. Ce sont des temps très dangereux et sombres dans lesquels nous vivons. Et nous avons une Cour suprême apathique qui n'a pas encore défendu fermement la Déclaration des droits. Je ne sais pas où tout cela va mener, mais je pense que l'obscurité est à l'horizon. Je suis désolé de le dire, mais je le crois vraiment. Et j'ai tout examiné. J'ai siégé ici pendant 8 ans. J'ai travaillé à Fox pendant 25 ans. Maintenant, je peux dire ce que je pense vraiment, grâce aux personnes formidables sur ce plateau et à d'autres qui viennent sur Judging Freedom. Vous ne pouvez pas obtenir la vérité des médias traditionnels. Presque tout le monde a été acheté. Vous la trouvez sur The Grey Zone, sur Judging Freedom et sur une demi-douzaine d'autres. Clayton Morris, Tucker Carlson et quelques autres. Mais il faut apprendre la vérité, même si agir en conséquence est risqué par les temps qui courent. Anya, tu avais... Ah oui, puisque vous avez mentionné plus tôt que vous étiez du mauvais côté des manifestations contre la guerre dans les années 60, je me demande si vous pourriez nous dire, y a-t-il eu un événement précis ou quelque chose qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui? Ma mère a 99 ans et elle a encore une photo de moi portant un t-shirt où il est écrit « Bombardé Hanoï ». C'est dire à quel point j'étais extrême, mais elle refuse de montrer cette photo à qui que ce soit tant qu'elle est en vie. Je ne peux même pas vous dire, je suppose que c'est absurde aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, cette croyance dans la théorie des dominos, selon laquelle le Nord-Vietnam était le mal incarné, et que, s'il prenait le contrôle du Sud, c'est ce que soutenaient LBJ et Nixon, le communisme avec un grand C se répandrait dans le monde entier, et nos libertés seraient écrasées. Aujourd'hui, bien sûr, le Vietnam est l'un de nos meilleurs partenaires commerciaux, et il fabrique certains des meilleurs produits que nous utilisons ici, jusqu'à ce que Trump leur impose des droits de douane. Est-ce que Trump comprend l'économie de base? À savoir qu'un droit de douane est une taxe de vente que le consommateur finit par payer. Eh bien, non. Je veux dire oui et non. Les tarifs douaniers font légitimement de la politique industrielle. Tant qu'elles sont adoptées par le Congrès et non par le président. Oui, je veux dire, peu importe comment elles sont mises en œuvre, tu as raison. Mais en termes de, par exemple, peut-on construire une économie, la transformer, l'industrialiser avec des droits de douane? C'est en partie ce que les États-Unis ont fait à partir d'Alexander Hamilton. Mais il n'y a aucune politique industrielle pour accompagner ces droits de douane, tu vois? Je veux dire, c'est comme si Trump fermait les écoles professionnelles. La plainte numéro 1 des entreprises, quelle que soit leur taille, c'est de trouver des travailleurs qualifiés. Trump a attaqué les quelques programmes d'écoles professionnelles qu'on avait, en partie parce que beaucoup d'entre eux étaient axés sur la DEI, et il disait que c'était une arnaque pour le Parti démocrate. Blablabla. Il n'y a rien pour accompagner ça. Donc je ne suis pas totalement opposé à l'idée des droits de douane, mais ceux-ci sont juste un peu... Attends une minute, Aaron. Il impose un tarif au Brésil parce qu'il n'aime pas les poursuites contre Bolsonaro. Oui, mais cela correspond à la politique américaine. Nous imposons des sanctions meurtrières aux pays que nous voulons renverser.
Trump ne fait que suivre la tendance parce qu'il aime Bolsonaro. Mais aussi, je voulais dire que je n'ai rien à ajouter sur le sujet des tarifs, si ce n'est que le fait que Trump mette Israël en premier. Et maintenant qu'il empêche les étudiants étrangers du monde entier de venir, privant ainsi les États-Unis de beaucoup de connaissances. Ainsi que vous savez, je sais que vous avez parlé plus tôt de la fermeture de l'école de mathématiques à UCLA, n'est-ce pas? Encore une fois, dans l'intérêt d'Israël d'abord. Donc c'est un autre domaine où faire les 4 volontés d'Israël aura un impact sérieusement négatif sur l'économie américaine. Tout ce discours nativiste est insensé d'un point de vue économique. Les Américains de naissance, quelle que soit leur culture ou le statut migratoire de leurs parents ou grands-parents, ne font pas assez d'enfants. Et nous avons évité le sort de Lubelowith, qui est en train de devenir un mouroir, en adoptant une politique d'immigration à la fois sadique et libérale. La véritable politique d'immigration des États-Unis depuis 40 ans, c'est on laisse entrer les immigrés, puis on les traite comme de la merde, et on les terrorise une fois qu'ils sont là. Et donc, les immigrés ne se contentent pas de prendre des emplois. Les immigrés créent aussi des emplois. Les immigrés sont aussi des consommateurs. Les immigrés épargnent. Cet argent doit être investi. Il y a donc un aspect démographique à la croissance économique. Que l'on soit pour ou contre la croissance économique, peu importe. Mais si vous commencez à limiter votre population qui est en âge de travailler, cela va nuire à l'économie. Je ne pense pas que Trump ou son entourage comprennent cela. Si je n'avais pas ce micro à la main, je vous ferais un câlin. C'est une déclaration tellement formidable et profonde. Merci. Il nous reste environ 5 minutes pour les questions. Nous travaillons à remplacer les immigrés et nous allons élever notre fils pour qu'il assemble des iPhones et travaille dans des abattoirs. Le monsieur avec la chemise verte et je crois un boa autour du cou. Ce n'est pas un boa, c'est un kéfier. Est-ce que ça va? Oui, que Dieu vous bénisse. Ceci fait suite à votre commentaire. Je commençais à être optimiste avec Max, et c'est une question pour Max. Mais ensuite, comme le dit George Carlin, derrière chaque éclaircie, il y a un nuage sombre. Vous avez tout compris, nous allons traverser des temps difficiles. Maintenant, vous avez dit que le mouvement anti-guerre n'est pas viable. Est-ce que ce n'est pas le cas maintenant? Où est-il en train de monter? C'est pour Max. Vous disiez tout à l'heure que le mouvement anti-guerre n'est pas vivant en ce moment. J'ai dit que je pense que cela reprend vie ou connaît une résurgence à travers le mouvement de solidarité avec la Palestine. Alors, ma question est la suivante. Je consulte antiwar.com en ligne depuis, disons, 1994 ou 1995, à l'époque de toute l'affaire des Balkans sous Clinton. Le site de Justin Raimondo m'a vraiment ouvert les yeux, que Dieu ait son âme. C'était formidable. Et donc, en tant qu'enseignant depuis 1993 ou 1995, professeur de lycée, j'ai toujours pensé que mon rôle était d'enseigner la raison, la logique et le bon sens, et de transmettre non seulement cela, mais aussi une inspiration d'espoir aux jeunes pour qu'ils aient la possibilité d'un avenir optimiste. Alors, comment faire pour que nos jeunes, qui sont notre avenir, j'ai 2 fils, 29 et 22 ans, et croyez-moi, ils ont une vision très sombre du présent et de l'avenir. Comment faire pour que les jeunes soient inspirés à construire une vie positive au lieu de sombrer dans le désespoir et l'obscurité? Ils ont besoin du courage de Max Blumenthal. Ils doivent être capables de dire publiquement et honnêtement ce qu'ils pensent et de dire au gouvernement d'aller se faire voir. Bon, nous avons le temps pour une dernière question. Cette dame, des gens vous désignent derrière. Donc maintenant, nous devons entendre ce que vous avez à dire. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous, monsieur le juge, en fait. Et vous l'avez un peu posée à Max, à savoir,
Y a-t-il quelque chose qui peut être fait pour arrêter le génocide? C'est bien ce que vous avez dit, non? Ou bien Trump est-il le seul à pouvoir l'arrêter? Donc ma question pour vous est la suivante. Comment pouvons-nous, sans vouloir paraître naïfs ou idéalistes, mais étant donné que Trump n'est pas l'idéologue ou le sioniste pur et dur que Biden nous a rappelé être toutes les 5 minutes, qu'est-ce qui pourrait potentiellement le pousser à mettre le holà? Je plaisante en disant qu'une rumeur sur Netanyahou, vous savez, parlant de la taille de son pénis ou quelque chose du genre, pourrait être l'une des choses qui mettrait Trump en colère contre lui. Non, peut-être qu'on pourrait lancer une rumeur à ce sujet. Mais à part ça, qu'est-ce qui pourrait vraiment pousser Trump à arrêter ce que fait Israël? C'est à Max de répondre à cela. Puis-je dire quelque chose? Oui, professeur. Je pense qu'une erreur commise par le mouvement de solidarité avec la Palestine et le mouvement pour la paix a été de se concentrer sur la question du désinvestissement. Le mouvement pour le climat a fait la même chose. Je pense que les efforts devraient être dirigés vers le gouvernement. Je veux dire, même s'il est très très difficile d'amener les universités à désinvestir leurs fonds de dotation, et même si l'on y parvient, cela n'a pratiquement aucun effet sur le problème réel. Ce sont les responsables élus, comme AOC, qui ont voté une fois de plus pour le dôme de fer, même si elle dénonce par ailleurs le génocide. Je veux dire, il faut mettre la pression sur ces gens-là, mettre la pression sur cette classe. Oubliez cette stratégie détournée qui consiste à passer par les fonds de dotation des universités. Toute cette énergie devrait être dirigée vers la classe politique. Je comprends pourquoi les étudiants font ça, parce qu'ils sont coincés sur le campus, et il leur semble que c'est là que tout se joue, qu'il faut suivre l'argent. Mais en réalité, l'argent est une cible bien trop indirecte et éloignée. La pression devrait être exercée sur les décideurs politiques, sur les élus. C'est là que le mouvement pour la paix devrait se concentrer. Max, le mot de la fin. Max, the last word. C'est en train de se produire. C'est vraiment en train de se produire. Nous travaillons dans notre propre domaine qui est celui des médias, du journalisme et aussi en interpellant les gens directement. Et j'espère que cela donne de l'espoir aux jeunes qui peuvent simplement sortir et faire cela eux-mêmes, faire partie des médias, faire partie de quelque chose hors ligne. Que peut-on faire pour arrêter Netanyahou, pour arrêter Trump, pour faire changer Trump? Rien. Et c'est un vrai dilemme. Trump est complètement contrôlé par le réseau Adelson-Netanyahou. Il est complètement à leur merci et je ne vois rien qui puisse l'arrêter. Sauf, je ne sais pas, que les choses tournent mal dans une guerre avec l'Iran. Des conséquences pour des actions dont on n'a jamais ressenti les effets auparavant. Et cela pourrait arriver si l'on considère qu'en réalité, l'un de ces missiles balistiques iraniens, lancés de manière très chorégraphiée sur la tête du serpent, la base aérienne américaine d'Al-Udeid au Qatar, a effectivement atteint sa cible et frappé un important centre de communication américain. L'Iran ne voulait pas causer trop de dégâts aux États-Unis parce qu'il voulait mettre fin à la guerre. Une guerre avec la Chine, un véritable conflit, avons-nous déjà vu quelque chose de semblable de notre vivant? Les Américains ont-ils vraiment connu la guerre sur leur propre continent depuis, je ne sais pas, la guerre de sécession? Mais qu'est-ce qu'on retient vraiment de la guerre de sécession? Genre quelques chansons de The Band, comme The Night They Drove Old Dixie Down, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui subsiste dans notre culture qui vraiment, même les sacs mortuaires en Irak étaient déjà beaucoup. Les sacs mortuaires du Vietnam en Irak. Je veux dire, la blessure morale de l'Irak a contribué à l'ascension de Trump. Et je pense que nous sommes en route vers une blessure bien plus profonde. Et ce sera parce que nous avons Donald Trump a permis à Israël de fixer l'agenda. Aaron, voulais-tu dire quelque chose avant qu'on conclue?
Nous sommes prêts à réagir. Je veux dire, je pense que quand cela arrivera, vous serez les évangélistes. Les gens vous écouteront d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et je pense que c'est la valeur d'avoir une organisation et une communauté comme celle-ci. Merci beaucoup à tous.